Je pense que je n'apprends rien à personne en disant que Nintendo existe depuis bien plus longtemps que l'ère du jeu vidéo. En effet, l'entreprise a été créée en 1889 alors que les dinosaures colonisaient encore la Terre. Et, avant de dominer le marché du jeu vidéo dans les années 80-90, Nintendo s'est beaucoup cherché et s'est diversifié bien au-delà des cartes à jouer, leur première création à l'époque. Et parmi tous les marchés explorés, il y a celui des jouets. Et oui, cela semblait être une évidence à l'époque. Toute entreprise basée sur le divertissement devait s'essayer à la création de jouets et Nintendo n'a pas dérogé à la règle. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, les jouets en bois et en plastique étaient vraiment omniprésents et indispensables pour les enfants, et l'exemple le plus connu est sûrement Lego, dont on reparlera plus tard d'ailleurs. Nintendo avait donc pour ferme intention de prendre leur part du gâteau dans ce marché aussi vaste qu'est celui du jouet. Dans cette vidéo, je vais donc faire un petit voyage dans le temps et revenir sur certains jouets Nintendo devenus iconiques avec le temps. Commençons par la genèse. Dans l'intro, j'ai mentionné les cartes à jouer créées par Nintendo. Il s'agit de cartes Hanafuda, qui signifie littéralement carte-fleur en français. Elles sont très populaires au Japon, et chaque ensemble est composé de 48 cartes, pouvant être utilisées comme base pour de très nombreux jeux, à la manière des cartes européennes. Mais Nintendo a principalement aidé à la démocratisation d'un seul jeu, le Koi-Koi. Dans le Koi-Koi, les 48 cartes sont divisées en 12 catégories, représentant les mois, avec des motifs communs pour chaque. Au début de la partie, nous devons définir un maître de jeu, appelé Oya, qui changera à chaque manche. Pour ce faire, chaque joueur pioche une carte, et la personne obtenant celle avec le mois le plus proche du début de l'année devient alors maître de jeu. L'Oya distribue ensuite 8 cartes à chaque joueur, et pose 8 autres cartes visibles au centre de la zone de jeu. Maintenant que la manche est prête, laissez-moi vous expliquer comment se déroule une partie de Koi-Koi. Le joueur doit créer une paire composée de 2 cartes du même mois. Cette paire est composée d'une carte prise de la zone centrale et d'une autre prise de sa main. Il dépose ensuite sa paire dans cette zone, à droite, et le but est de composer des combinaisons précises à l'aide des cartes disposées dans cette zone à droite. Ces combinaisons sont appelées Yaku. Il en existe de très nombreuses, pouvant nous rapporter plus ou moins de points, mais je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas vous alourdir encore plus l'esprit. Une fois un Yaku effectué, le joueur a le choix entre passer à la manche suivante et devenir Oya à son tour, ou arrêter la partie et compter les points. Et ce cycle se répète donc jusqu'à ce qu'un Oya décide d'interrompre la partie. Voilà donc pour ce petit cours de Koi-Koi. C'est vraiment un jeu de cartes typiquement japonais, autant dans son design que dans ses règles, et il a surtout permis à Nintendo de se faire connaître en venant de nulle part. Pas surprenant donc de le voir référencé dans les productions de Nintendo actuelles. Un mini-jeu dans WarioWare Gold, un véritable jeu de Hanafuda Mario en vente sur leur site officiel, et c'est d'ailleurs les cartes que j'ai utilisées pour illustrer cette partie, et l'un des mini-jeux de 51 Worldwide Games est un jeu de Hanafuda. Nintendo joue vraiment la carte nostalgique pour notre plus grand plaisir, puisque le jeu est donc représenté quelques fois dans leur création, sans pour autant en abuser comme ils peuvent le faire à d'autres occasions. Nintendo a donc vendu exclusivement des cartes Hanafuda jusque dans les années 30, avant de laisser un peu cette production de côté pour se diversifier dans différents domaines comme la restauration, la gestion de sociétés de taxi, jusqu'à expérimenter le marché du jouet dans les années 60. Et c'est justement ça qui va nous intéresser dans la seconde partie de la vidéo. En 1965, le président de Nintendo Hiroshi Yamauchi décide d'engager une personne afin de s'occuper de la maintenance des machines de Hanafuda. Cet homme, vous le connaissez sûrement, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de Gunpei Yokoi, le futur créateur des Game & Watch et de la Game Boy. Mais on n'en est pas encore là, restons dans les années 60. Gunpei Yokoi, alors jeune employé, développe à côté de son travail un jouet pour s'amuser dont le président de Nintendo ne tardera pas à découvrir l'existence. Le Nintendo Ultra Hand est né.
Mais c'est quoi le Nintendo Ultra Hand? Et tu fais bien de me poser cette question, Craconix. Bah, je lis juste le script. Bon, prends ton chèque et ferme-la. Le Nintendo Ultra Hand est une sorte de bras extensible, avec lequel on peut attraper des objets à distance. Et, avant de voir des reviews de personnes l'ayant eu en main, j'étais sceptique par rapport à son efficacité. Pour moi, c'était juste un jouet en plastique un peu naze qu'on trouverait dans une pêche au canard d'une fête random. Et c'est effectivement naze, parce qu'au bout de 30 minutes à essayer de soulever un objet trop lourd pour la pince, le fun disparaît complètement. Mais, les personnes l'ayant testé louent tout de même la qualité du produit. Le Nintendo Ultra Hand est stable, avec une parfaite répartition du poids, et ce, encore aujourd'hui, 50 ans plus tard. C'est le premier succès majeur de la firme dans le secteur du jouet, puisqu'il s'écoula à plus d'1 million d'exemplaires au Japon, notamment grâce au prix, 800 yens seulement, ce qui équivaut à peine 6 $. Le succès du jouet a été tel que Yokoi s'est vu promu, et a donc pu réaliser de nombreux autres jouets devenus tout aussi iconiques. La Nintendo Ultra Machine, le Love Tester, et plus tard, bien sûr, certaines consoles de Nintendo. Le Ultra Hand a aussi marqué l'un des tournants les plus décisifs dans l'histoire de Nintendo, puisque ceux-ci ont décidé, après le succès des jouets, de stopper définitivement la production de cartes de Hanafuda après 70 ans d'activité dans ce secteur. Le Nintendo Ultra Hand s'est imposé comme une icône de l'entreprise. Quand on parle de jouets Nintendo, c'est le Ultra Hand qui revient en premier dans l'esprit des gens, et c'est pour ça qu'on le retrouve référencé dans de nombreux jeux Nintendo, notamment dans Mario Kart 8. Je pense que personne n'avait remarqué que c'était des Ultra Hand ici. D'ailleurs, le Nintendo Ultra Hand a eu droit à son propre jeu vidéo, Grill Off with Ultra Hand, sorti sur Wii et exclusif aux membres du club Nintendo. Mais si, le club Nintendo, tu sais... Bon, en vrai, j'ai jamais compris à quoi ça servait. Bref, c'est un jeu dans lequel on contrôle un Ultra Hand qui doit récupérer de la viande sur un barbecue. C'est clairement pas le Game of the Year 2022, mais il a au moins eu le mérite d'avoir la meilleure pub jamais réalisée par Nintendo. Today's grilling landscape is more complex than ever before. Je ne peux malheureusement pas vous la mettre en entier, mais ça ressemble vraiment à un YouTube Poop hyper décomplexé et drôle premier degré. Si seulement toutes les pubs pouvaient être aussi ingénieuses que celle-là. C'est quand même un truc qui est passé à la télé, je vous rappelle. Le Nintendo Ultra Hand s'est donc imposé comme la référence des jouets Nintendo. Mais dans la suite de la vidéo, je vais vous parler d'un autre jouet Nintendo, certes moins connu, mais qui a été très controversé à sa sortie. Nous sommes en 1968, 3 ans après la sortie du Ultra Hand. Nintendo, voulant s'imposer d'autant plus dans le marché du jouet, a beaucoup expérimenté jusqu'à avoir l'idée des NNB Blocks, des sortes de briques que l'on peut imbriquer les unes dans les autres pour créer des structures de son choix. Une véritable révolution, c'est l'un des seuls jouets créés à l'époque dont la seule limite du joueur est son imagination. Mais tu parles pas de Lego là en fait? Et oui, tout cela aurait été une bien plus belle histoire pour Nintendo si Lego n'était pas déjà installé dans le marché du jouet depuis déjà une bonne décennie. Nintendo s'est donc lancé dans le marché des briques de construction, mais en essayant tout de même de se démarquer de Lego. Après, je pense que c'est important de noter qu'on peut emboîter des Lego avec des NNB Blocks. Alors certes, mais ils ont tout de même su innover avec des briques arrondies, chose introuvable chez leurs concurrents. Ils ont d'ailleurs beaucoup joué de cet argument en faisant une pub comparant une fusée Lego avec une fusée NNB en disant que les NNB sont clairement plus polyvalents que les Lego. Ils sont même allés jusqu'à de faire comprendre que jouer avec des Lego c'est beaucoup moins fun que de jouer avec des NNB. Mais ce qui différenciait vraiment Nintendo de Lego, c'est les kits de construction. On a des classiques comme des bateaux et des avions que l'on peut retrouver des deux côtés, mais on a également des kits plus inattendus chez NNB, comme des maisons de poupées accompagnées de leurs petites poupées absolument terrifiantes, ou même un block ringer, une espèce de xylophone du futur pour faire de la musique. Et malgré ça, Nintendo a réussi à tirer leur épingle du jeu, en sortant un jouet qui, au premier abord, n'est qu'une pâle copie d'un autre, mais en ajoutant tout de même leur touche pour rendre la chose unique. Et c'est ce qui fait que les NNB Blocks ont eu un assez grand succès, alors que Lego dominait et domine toujours ce marché. Un esprit de concurrence révolu aujourd'hui, puisqu'elle collabore à la production de Lego à l'effigie de la NES ou de la saga Mario.
Et justement, je trouve que ces innovations insolites et hors du commun sont une des grandes forces toujours d'actualité chez la firme. Ce qui démarque aujourd'hui Nintendo des autres grandes industries du jeu vidéo, ce non pas les performances de leur machine, mais la manière dont leur console est amenée. Nintendo innove depuis plus d'une quinzaine d'années pour nous proposer non pas une expérience de jeu au top des performances, mais une expérience de jeu qui pourrait casser la manière dont on peut jouer aux jeux vidéo, nous trouver une autre perspective pour aborder ce média. De leur console à leurs accessoires, en passant par leurs anciens jouets, Nintendo a toujours marqué ses créations sous le signe de l'innovation, et ça, personne ne pourra leur retirer. Et voilà donc pour cette petite rétrospective sur les jouets Nintendo. Je n'ai bien évidemment pas pu tous les aborder, étant donné le nombre de jouets créés par la firme, mais ce sont les 3 jouets qui ont selon moi le plus marqué l'histoire de Nintendo. Mais il faut savoir qu'ils ont quand même continué à créer des jouets bien après leur spécialisation dans les jeux vidéo. De la NES à la Switch, tout air a eu droit à son lot de produits dérivés, que ce soit des accessoires de la console ou des jouets complètement à part. Mais ça sera peut-être le thème d'une autre vidéo.